Donc, collaboration multidisciplinaire dans la prise en charge des patients lithiasiques. Donc, on a eu ce matin la collaboration avec les IPA et on finit quelle maestria dans le programme. Voilà. Le laboratoire Almilam qui le soutient. Tout à fait. Donc, je remercie effectivement le laboratoire Alnilam, qui est effectivement très présent sur nos collaborations. Et puis, vous allez bien voir pourquoi. Donc, le point de vue de l'urologue, vous l'avez bien compris, hein, on a vu les lasers ce matin, etc. Donc l'urologue, lui, ce qu'il veut, c'est extraire les calculs et que le patient soit stone-free. Donc voilà mes liens d'intérêt. Donc habituellement, on reçoit en première intention les patients lithiasiques pour le traitement chirurgical des calculs. Mais l'urologue, il doit quand même être sensibilisé sur l'ensemble de la pathologie lithiasique. Alors, ce qu'on sait très bien faire, c'est ce que Frédéric nous a montré ce matin, c'est manier les lasers. Alors, comment est-ce qu'on détruit ces calculs? Donc, c'est les recos que je vous ai montrés tout à l'heure. En fait, on a plusieurs techniques qui sont la lithotritie extracorporelle, qu'il ne faut surtout pas oublier parce que ça marche très bien. Ça marche très bien sur les bonnes indications. On aura probablement l'occasion d'en reparler une autre fois. Mais là, vous voyez quand même des images qui sont super intéressantes. C'est Olivier Traxer qui a filmé en urétéroscopie un traitement de lithotritie extracorporelle. Et vous voyez en temps réel que le calcul, quand il est bien centré sur la machine de litho, il se fragmente. Et ça se fragmente très bien. Et donc, en fin de traitement, ça donne ça. Enfin, au bout d'un quart d'heure, ça donne ça. Donc, c'est quand même très intéressant et ça marche quand même très bien. Bon, après, il faut que le patient élimine les petits fragments. Donc, autre technique, c'est la néphrolithotomie percutanée. Je vous ai montré les images ce matin. Et puis, la dernière technique, c'est l'urétéroscopie souple, qui est quand même la technique la plus utilisée en France, et où on peut faire des fragments, comme sur cette vidéo, ou du dusting, ce qu'on préfère. Hein. On aime bien pouvoir faire du sable, de la poudre. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller récupérer tous les petits fragments. Et en fait, le but du jeu, c'est d'avoir ça. D'avoir que de la poudre, et comme ça, le patient, il élimine toute la poudre tout seul, et on n'a pas besoin d'aller tout récupérer. Ça, c'est bien quand c'est en qualité supérieure. On est d'accord. Donc là, vous avez l'évolution du nombre de techniques en France de 2012 à 2019, où on voit que en bleu, l'urétéroscopie souple prend le relais complètement sur la lithotritie extracorporelle qui est en rouge. Et aujourd'hui, ça descend encore, enfin c'est la même courbe qui progresse. J'ai mis 41 000 urétéroscopie souple. En fait, quand on compte urétéroscopie rigide et urétéroscopie souple, on est à 90 000 aujourd'hui actes par an. Et je pense que la Caisse nationale va baisser le tarif. Peut-être que ça changera du coup le nombre d'actes. Je pense que les urtères souffrent. Et je pense que les urtères souffrent. Alors par contre, ce qu'on sait beaucoup moins bien faire, c'est ça. Une fois qu'on a ça dans notre champ de vision, c'est le reconnaître. Parce que vous avez vu, on a quand même des calculs qui sont totalement différents. Alors... Ils sont quand même bien différents, ces calculs. Alors le premier, c'est le 1A, c'est l'oxalate de calcium monohydraté, qui est dû à une hyperoxalurie de concentration, un défaut de diurèse. Donc celui-là, c'est celui que vous voyez normalement le plus souvent. Donc celui-là, il faut que vous l'ayez dans la tête, il faut savoir le reconnaître. En fait, il faut vraiment... pardon. Ouais, c'est ça. Donc celui-là. Donc maintenant, tu sais parfaitement les reconnaître. Alors, celui-là, c'est de l'oxalate de calcium. Non, j'y arrive pas. Bref, c'est de l'oxalate de calcium dihydraté qui signe une hypercalciurie. Vous voyez, c'est déjà pas la même chose. Ensuite, celui-là, c'est du 3B, c'est de l'acide urique qui signe une résistance à l'insuline, un syndrome métabolique, un défaut d'hémogénèse rénale, un pH acide. Et on dépiste de temps en temps des diabètes juste avec le calcul. C'est quand même classe.
Et donc celui-là, c'est le 4D. Celui-là, c'est de la bruchite. Et ça, c'est une hypercalciurie majeure. On a 45% des hyperparathyroïdies qui ont ce type de calcul. Donc, c'est bien de savoir le reconnaître aussi. Et le dernier, c'est du 5A, c'est de la cystine, c'est une maladie génétique. Donc vous voyez qu'on a quand même des morphologies de calcul complètement différentes et qui vont nous orienter sur des pathologies complètement différentes. Et donc si on veut soigner le patient et pas juste le calcul, eh ben, il faut savoir les reconnaître pour pouvoir proposer un traitement adapté derrière. Vous avez ces jolies photos sur le progrès en urologie FMC de 2017 et vous allez les avoir aussi sur, sur les recos en annexe. Oui. Oui, juste un petit truc, si vous n'arrivez pas à le retenir parce que c'est très compliqué, vous faites comme Nadia, vous l'affichez dans les toilettes du service et à chaque fois que quelqu'un va aux toilettes, il a l'image en face, ça lui permet de s'imprégner de ça. Parce qu'on ne vise pas tous. Et si vous ne savez pas le reconnaître, prenez-le quand même en photo. Parce que c'est super important quand même d'avoir ce calcul entier. Vous êtes les seuls maintenant à le voir. Quand vous allez casser au laser, ben, il n'y aura plus le calcul en entier. C'est vous qui le voyez. Alors Dodon dit que on a une concordance avec l'étiologie en fonction de l'analyse. Si on est en analyse chimique seule, on est à 20%. Et si on est en analyse juste infrarouge globale, on est à 60% de concordance avec l'étiologie. L'analyse infrarouge sélective, la SPIR, celle que vous demandez à chaque fois quand vous analysez vos calculs, en fait, c'est 80% de l'étiologie. Donc, ce qu'il faut demander, en fait, c'est une analyse morpho-constitutionnelle. C'est-à-dire regarder le type de calcul au microscope avant de le broyer pour pouvoir avoir une analyse spectrophotométrique. Donc là, vous avez une analyse spectrophotométrique d'un calcul. Vous voyez, c'est ces courbes. Et là, c'est la photo d'un oxalate de calcium monohydraté. Le problème, c'est que si on n'a pas vu le calcul au préalable, il y a plusieurs types de calculs qui peuvent être de l'oxalate de calcium monohydraté. Là, vous avez donc la photo du calcul en entier et la photo de la section. Et vous voyez deux calculs complètement différents. Donc le calcul de gauche, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le 1A d'oxalate de calcium monohydraté simplex, celui qu'on voit le plus souvent, qui est de l'hyperoxalurie diététique. Donc il va simplement falloir donner des conseils de boissons plus abondantes à votre patient pour éviter qu'il récidive. Par contre, celui qui est à côté, c'est du 1C. Et là, c'est une hyperoxalurie monogénique, donc une maladie génétique très grave, qui induit de l'insuffisance rénale terminale, qui peut aller à la dialyse, à la greffe, etc. Donc ceux-là, il faut vraiment savoir les reconnaître pour pouvoir arrêter l'évolution de la maladie. Si vous avez ça, et que vous en envoyez en SPIR, peut-être qu'on vous dira oxalate de calcium monohydraté. Et c'est même pas sûr. Il y a cette étude qui montre qu'après un vrai dust avec la technologie MOSIS, et ben en fait, ils n'arrivent même pas à reconnaître la bruchite. C'est complètement dégradé et en fait, la SPIR n'arrive même plus à reconnaître finalement exactement la morphologie. Donc on passe à côté de beaucoup de choses si on n'envoie vraiment que du sable. On peut envoyer du sable, mais ça suffit pas souvent. L'arrivée du thulium fibré, dont Frédéric ce matin vous a dit que c'était la Ferrari. Eh ben la Ferrari, le problème, je sais pas pourquoi la vidéo elle passe pas bien, mais en fait vous voyez que ça fait des petites taches noires là sur le calcul. En fait ça crame le calcul, ça carbonise et donc ça le dénature aussi et donc même en reconnaissance on le voit moins bien, on le reconnaît moins bien la section. En plus ça fait vraiment des fragments trop petits, ça fait de la poudre. Donc, la reconnaissance endoscopique est plus difficile, et eh ben, la reconnaissance, si on envoie vraiment que de la poudre, eh ben, ils vont pas pouvoir dire quel type de calcul c'est. Oui, les gens sont guéris. Bah, ils sont guéris pour une fois. Mais après, ils récidivent. Bon, après, ça remplit le portefeuille de l'urologue, mais c'est pas le but. Donc, effectivement, là, ce qu'on cherche en développement non laser, c'est d'avoir plutôt de la poudre. Parce que ce qu'on rêve derrière, c'est d'avoir un urétéroscope qui aspire. Donc pour vraiment être stun-free. Et ça marchera avec de la poudre. Mais le problème de la poudre, ben voilà, c'est qu'on n'aura pas forcément l'étiologie. Donc en conclusion, ce calcul, il est vu en entier quand vous rentrez en urétéroscopie.
Donc essayez au moins de le décrire dans votre compte-rendu opératoire, de prendre une photo, de dire ce que c'est, comme ça après quand vous recevez l'analyse du calcul, et ben vous comparez avec ce que vous avez cherché, ça va vous permettre de vous entraîner à bien le reconnaître. Vous voyez que là, ce calcul-là, il est en 2 parties. Donc en plus, il y a beaucoup de calculs qui sont mixtes. Donc c'est pareil, si vous envoyez qu'un petit bout de calcul et que vous envoyez le bout d'oxalate de calcium monohydraté, eh ben on va dire bah c'est juste un défaut de diurèse, buvez plus et puis basta. Alors qu'en fait, au-dessus, c'est de l'oxalate de calcium dihydraté. Et celui-là, qui en plus est plus friable, bah peut-être qu'on va pas le récupérer pour l'analyse, et donc on va oublier d'aller chercher une hypercalciurie en plus. Donc voilà, donc bien décrire le calcul, essayer de prendre une photo, essayer de casser le calcul en 2 pour avoir aussi la section, et puis envoyer quand même des fragments en analyse. Donc vous pouvez prendre des petits fragments de chacun des bouts de calcul, l'envoyer en analyse et faire de la poudre du reste, mais envoyer quand même un bout de calcul en analyse. Si vous avez fait de la LEC, vous demandez au patient de filtrer les urines. Quand vous lui expliquez bien, il ramène bien ses bouts de calcul. Et pareil, on envoie en analyse. C'est vraiment la première partie du diagnostic étiologique de la maladie lithiasique. Je vous remercie. Et il y a une petite entreprise qui vient de nous sortir un petit boîtier. Oui. Nous, on en offre aux patients. Pour filtrer. Dans le boîtier, il filtre et comme ça, il a le boîtier dans la poche. Parce que sinon, le filtre à café, la bouteille, ils ne savent pas faire. Donc ça peut être aussi, pour certains d'entre eux, plus simple au boulot ou ailleurs de récupérer leur calcul. La P-Box, c'est vraiment un très bon appareil, effectivement. Sinon, moi, ce que je dis, c'est le filtre à café, c'est une catastrophe parce qu'ils s'en mettent de partout. Donc sinon, je leur dis de couper le goulot d'une bouteille, de pisser dans la bouteille, de regarder s'il y a des dépôts et à ce moment-là, de filtrer s'il y a des dépôts. Au boulot, c'est pas simple. Dès qu'ils sont en voiture, au boulot ou ailleurs, c'est compliqué. La P-Box, ils ont dans la poche. C'est sûr. Calculer dedans, il la ferme. Et alors Didier, après, elle devient quoi cette P-Box en plastique? Ils peuvent la garder. Oui, elle est réutilisable. Elle est réutilisable. On la rince et... J'en fais collection, j'en ai 50 à 50 patients différents. Ils la gardent. Ah oui, il y a plusieurs couleurs. il y en a même un phosphorescent pour pisser dans la nuit. Et ce qui est aussi important, c'est le fond des calices. Une chose qui est importante pour nous, c'est de regarder, de décrire sur le compte-rendu le fond des calices. Parce qu'on se pose souvent la question du Kakirichi. Globalement, il n'y a plus d'ASP, il n'y a plus d'UIV. Le scanner, on ne sait jamais, même les injectés temps tardifs. Et on fait énormément confiance au compte-rendu de l'urologue pour quand il décrit qu'il y a bien des calculs en précaliciel, au moins on est sûr du diagnostic. Le diagnostic de Kakirichi est plus complexe avec un scanner qu'avec un ASP? Qu'avec une UIV. Ouais. Dixit, monsieur Rouvière. Oui, oui, bah... Je ne m'avance. Oui, parce que... Non, parce que tu peux pas être sûr que c'est en précaliciel, que c'est pas de la néphrocalcinose, que c'est... Voilà. Tu peux t'en douter, mais ce n'est pas le diagnostic. La confirmation de diagnostic, normalement, c'était l'UIV, qui est vraiment un examen dynamique. Ouais. Et maintenant, ils essayent de faire des reconstructions avec des temps tardifs de scanner, mais ils sont beaucoup moins précis qu'avec l'UIV. Le problème, c'est que les manips ne savent plus faire les UIV non plus, donc... Bon, merci beaucoup. Donc moi je suis néphrologue, je remercie Anne-Nilam également, je remercie Nadia en fait, que je remercie rarement officiellement, puisque on collabore depuis 10 ans je pense, on a mis en place la RCP, on a même pu, grâce à cette très belle collaboration, mettre en place un parcours bien plus ambitieux, avec beaucoup plus d'intervenants. C'est un peu ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ce qu'on fait, au travers d'un cas clinique et d'une maladie rare spécifique. Donc moi je suis néphrologue à l'hôpital Édouard Herriot, voilà mes conflits d'intérêts. Donc voilà le fil rouge un peu de cette présentation. On a un patient de 23 ans qui arrive aux urgences, douleur lombaire paroxystique, crise de colique néphrotique diagnostiquée assez rapidement, une créatine à 120, une calcémie normale. Il rentre chez lui, il expulse son calcul, il a une ordonnance d'imagerie. Bien évidemment, il récupère pas le calcul, bien évidemment, il va mieux, il n'a plus de douleur, il ne fait pas son imagerie et il ne consulte pas parce qu'il va mieux. Je pense que c'est du classique du jeune aux urgences avec sa colique néphrétique. Donc,
il y a beaucoup de patients comme ça, et puis finalement ils vont finir par récidiver et puis faire partir les patients sans vraiment avoir eu un œil un peu extérieur. Ça nous a fait poser beaucoup de questions. On s'est déjà posé pourquoi finalement on n'arrivait pas à aller revoir ces patients, pourquoi on les perdait autant de vue, et que c'était le fait qu'ils aient plus de douleur. On s'est posé la question des points de rupture. Donc nous, les patients vont aux urgences et dans le service il y a quelques années, les urgences faisaient une feuille papier, la faxaient aux urologues et puis le tri était fait par les assistants. Donc ils recevaient des tonnes de fiches et qui triaient et qui rappelaient les gens comme ils pouvaient les rappeler en fonction du temps, et on sait que on a peu de temps pour rappeler tous les patients. En théorie, ces patients, soit ils doivent être revus de manière semi-urgente à une semaine parce que leur calcul est enclavé ou passe pas, ou soit ils sont revus parce que c'est moins sévère, un mois, avec l'imagerie, où là l'urologue prescrit la biologie et le revoit en théorie, un mois et demi plus tard, pour avoir l'analyse du calcul et puis pour voir si le bilan biologique, il y a un souci, puis si le calcul n'a pas été éliminé, peut-être qu'il sera repris au bloc opératoire, en chirurgie, avec ce que l'urologue aura décidé. On avait beaucoup de points de rupture, on a beaucoup de points de rupture aux urgences, parce que les urgentistes sont débordés, parce que les feuilles en papier, ça fonctionne pas, de rupture de temps médical de manière très importante, à la fois pour trier les feuilles qui arrivent aux urgences, à la fois pour les prises en charge semi-urgentes, et surtout pour la consultation uro à un mois. Et donc, c'est dans ces cas-là que on a décidé de créer un parcours via notre logiciel de santé où l'urgentiste clique sur un bouton et là apparaît tout un parcours de soins du patient qui va prévenir notre infirmière de pratique avancée qu'on a eu la chance d'accueillir dans le service d'urologie il y a maintenant presque un an, et qui va faire ce travail de tri de patients. Les patients semi-urgents iront directement voir l'urologue, et sinon elle pourra revoir les patients à un mois pour juger s'il est nécessaire à un mois de voir l'urologue, ou alors pour prescrire le traitement, la biologie, et puis interpréter la biologie. Et c'est une aide énorme dans la prise en charge, et ça diminue encore le temps médical, parce qu'on sait que regarder un résultat biologique, ça prend du temps. Et donc, dans ce parcours, on a le rôle de notre infirmière de pratique avancée dans la prise en charge des calculs a énormément amélioré les choses et énormément amélioré l'efficacité. Donc, c'est elle, en partie, pas pour tout le monde, qui prescrit ces fameux examens de première intention qu'on vous a présentés. Bien évidemment, en parallèle, on essaye toujours de récupérer les calculs parce que finalement, c'est principalement le calcul qui va nous dire ce qu'a le patient, et le bilan sanguin va nous orienter encore un peu plus. Mais il va pas falloir le faire tout de suite suite à la crise, il faudra le faire un mois et demi plus tard, et puis il faut bien dire aux patients, il faut manger, boire comme d'habitude, il faut pas changer vos habitudes. Et les recommandations ont même mis un peu tout ce qu'il faudrait faire dans les suites d'une crise de colique néphrétique. En plus, quand vous revoyez le patient, et en plus d'avoir récupéré le calcul et d'avoir fait les examens biologiques et radiologiques, c'est-à-dire faire une enquête minutieuse. Il y a des médicaments qui provoquent des calculs. Le Diamox et Pitomax, c'est hyper prescrit dans certaines pathologies ophtalmo ou neurologiques, et ça donne à coup sûr un calcul. Et ça, il ne faut pas passer à côté. Et une enquête diététique, parce qu'on sait que 95% des calculs sont d'origine diététique. Et ça prend du temps, et l'enquête diététique, ça prend beaucoup de temps. Alors, ce patient, il a revu personne, il revient 7 mois plus tard pour une nouvelle crise de colique néphrétique. Et cette fois-ci, l'urgentiste lui fait un scanner, parce que ça fait 2 fois, il est jeune, ça fait 2 fois qu'il revient aux urgences, il a vraiment très mal. Et voilà son scanner, en fait, il a plein de petits calculs partout. Donc, c'est quand même pas très normal à 23 ans d'avoir tout cet ensemble de calculs. Il est en plus pas très gros, donc visiblement pas très métabolique. Il est pris en charge en urologie rapidement, et puis le calcul revient, et la seule chose qu'on a dans le dossier, c'est ce patient a un calcul d'oxalate de calcium. Alors, est-ce que ça va m'avancer ? Non. Très bien. Parce qu'il peut avoir un calcul d'oxalate de calcium comme ça ou comme ça. S'il a parmi ces 3 premiers calculs, il va avoir un calcul d'oxalate de calcium monohydraté, il aura donc probablement une hyperoxalurie. S'il a ce calcul d'oxalate de calcium de ce type-là, il aura un type 2 et il aura plus une hypercalciurie.
Mais, encore une fois, ça me suffit pas de savoir que c'est un 1. Voilà, ça m'oriente quand même pour l'oxalurie. Mais si c'est un 1A, je vais me dire, ok, c'est diététique, il boit pas assez, il mange mal. Mais si c'est un C, je vais me dire, attention, c'est une urgence immédiate. Je l'envoie voir un néphrologue parce que ce monsieur est une maladie génétique, à coup sûr, et va peut-être finir en insuffisance rénale terminale. Et quand il commence à faire plein de calculs comme ça, il peut finir en dialyse dans 1 ou 2 ans sur une seule déshydratation. Donc c'est une urgence. Donc vous gagnez du temps immédiat. Un C, on ne se pose pas de questions. Et eh bien, on a la chance d'avoir cette RCP mensuelle entre urologues, néphrologues et biologistes pour présenter tous les calculs qui sont passés. Alors, on fait quand même un tri, parce qu'il y a beaucoup de calculs. On enlève quand même tous les 1A non atypiques et tous les autres passent en RCP. Donc, je vous disais, cette RCP, on a néphrologue, biochimiste, urologue. C'est tous les mois, on présente tous les patients. On demande aussi souvent, nous, en tant que néphrologue, à nos collègues urologues de relire l'imagerie parce que on se pose des questions et ils sont capables de nous aider. Et l'objectif, c'est déjà que le patient puisse bénéficier d'une bonne orientation, voire d'un redressement diagnostique et surtout avoir le bon bilan biologique. La première chose qu'on dit, c'est ce patient, il est à risque. Clairement, il a plein de facteurs de risque. Il lui faut un bilan de deuxième intention et le bilan de première intention ne va vraiment pas suffire. Le deuxième objectif, c'est aussi de former les jeunes, parce que, toutes les RCP, on leur demande, alors c'est de la carbapatite, j'en ai vu plein qui étaient là, il y a 18% de taux de carbonatation, vous en pensez quoi? Bon, voilà, on sait tout de suite que c'est un calcul d'infection. Donc, en fait, le problème, ça va être l'organisation d'une UCRM. Et on va pas... Alors que si c'est une carbapatite à 5% de carbonatation, on va, au contraire, faire un bilan métabolique approfondi parce qu'il peut avoir un trouble de l'acidification, par exemple. Et donc, à chaque fois, ça permet à chacun de bien penser à quel est le type de calcul, à quoi ça sert, comment je m'oriente. Il y a une validation uniquement chirurgicale pour des cas complexes, ou qu'est-ce qu'on va faire sur un greffon qui a des calculs, et la mise en place de stratégies diagnostiques. Donc ce jeune, qui a un calcul de 1C, qui a 23 ans, qui récidive rapidement, qui a des calculs bilatéraux, de toute façon, d'emblée, il a besoin d'un bilan de deuxième intention. Donc il est passé en RCP, donc on va lui programmer, il va pas attendre d'avoir une convocation, on sait que dans le mois, il va falloir qu'on lui ait prévu tout le bilan. Il y avait plein de choses qui faisaient, pas que le calcul de 1C, qui devait d'emblée avoir un bilan de deuxième intention. Il avait des calculs récidivants, il avait 23 ans. Et le jeune âge, c'est pas normal de faire des calculs à moins de 25 ans. Et par exemple, dans notre parcours maintenant, Nora, en tant qu'IPA, elle a vu passer ce patient, il lui est apparu parce que les urgences ont cliqué sur le bouton, elle a vu 23 ans, elle l'a rappelé, elle a vérifié qu'il avait fait son imagerie et elle lui a dit, écoutez, vous êtes jeune, je pense qu'il faut que vous alliez dans 1 mois et demi faire ce bilan, et elle lui a donné le rendez-vous pour le bilan de deuxième intention. Donc tout est beaucoup mieux organisé, on est sûr qu'on va moins laisser passer ce type de patient qui ne doit absolument pas rester seul dans la nature. Donc voilà, je pense qu'on vous a déjà parlé ce matin du bilan de deuxième intention, qui est le même que le premier, mais beaucoup plus approfondi, où notamment on dose l'oxalate, le citrate, le phosphate et la cystinurie quand on n'a pas d'analyse de calcul, et puis tout le bilan phosphocalcique. Donc, j'ai parlé de calcul de 1C, je vous ai dit que ça faisait penser à une maladie génétique et que c'était un problème d'oxalate. Et donc, on va parler un peu plus, de manière plus approfondie d'oxalate. Alors, la norme théorique, c'est 450 millimoles par 24 heures d'oxalate. La norme qui fait suspecter un vrai problème, c'est à plus de 750 millimoles par 24 heures. La cristallurie aussi peut vous aider. La cristallurie n'est pas faite partout, est faite dans les CHU principalement. Et ne jamais faire attention à une cristallurie de CBU, ça ne vaut rien. C'est un automate qui lit, alors qu'une vraie cristallurie doit être vue par un biochimiste. Donc ce patient, il est venu, il avait en fait 181 de créate, donc il était passé de 120 à 180 de créatinine, avec une oxalurie à 741 micromoles par litre, et sur 24 heures, 2200. Normalement, il doit avoir moins de 450, donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, on pense bien sûr à l'hyperoxalurie primaire. On pense d'emblée à l'hyperoxalurie primaire à cause de ce calcul que 1C, parce que le 1C est pathognomonique de l'hyperox primaire.
On peut y penser parce que la cristallurie était extrêmement élevée. Et puis, on a fait ce bilan de deuxième intention. On a vu une oxalurie extrêmement importante. En plus, comme il avait une maladie rénale chronique sévère, on a fait l'oxalémie, qui est le témoin du stockage de sotte d'oxalate, qui ne vaut que si vous avez moins de 30 de débit de filtration. Et on a fait le diagnostic grâce à la génétique, parce que c'est uniquement la génétique qui vous fera un diagnostic et qui vous permettra de mettre un traitement. Alors l'oxalate, eh bien, qu'est-ce que c'est? On trouve pour 60% l'oxalate, c'est une source endogène, c'est une voie métabolique et c'est fabriqué par le foie. C'est donc le métabolisme hépatique. Et puis vous avez 40% de diététique. Alors vous entendez toujours la diététique, le fameux chocolat et le thé infusé. Donc on a fait une petite étude, parce qu'on aime faire les petites études rigolotes dans le service, où on a se fait une charge en chocolat, on a mangé une tablette entière de chocolat noir à 70%. Voilà, de manière, on était une dizaine, et on a regardé notre oxalurie. Alors c'est horrible en fait, hein. C'est très mauvais une tablette de chocolat 70%, mais notre oxalurie n'est jamais montée. Donc vous voyez, les patients ont de la marge avant de dire je fais un calcul sur du chocolat. Par contre, on a mangé 250 grammes d'amandes et là on a quasi doublé notre oxalurie. Donc en fait, les fruits secs, c'est extrêmement pouvoir d'oxalate, et les fruits secs, c'est recommandé dans les nouveaux régimes de l'OMS. Donc, c'est surtout sur les fruits secs qu'il faut être vigilant. Et on a des vraies oxaluries à plus de 1000 sur des noix de cajou ou des amandes. Donc, cet oxalate que vous absorbez, normalement, le calcium que vous mangez avec, eh bien, il est lié à l'oxalate et vous l'éliminez en grande partie dans les selles. Puis, il y a votre microbiote également qui va le détruire. Et l'oxalate qui reste, eh bien, il va être filtré. Dans les malabsorptions, parce qu'il n'y a pas que l'hyperoxalurie primitive, il y a aussi l'hyperoxalurie entérique. Et dans les malabsorptions, vous n'avez plus d'oxalobacter formigenes, puis surtout, vous n'avez plus de calcium pour chélater votre oxalate parce qu'il est lié au gras, et donc vous avez plein d'oxalate libre, et vous augmentez énormément votre absorption, et vous vous retrouvez également avec une hyperoxalurie. Donc, il y a 3 grandes causes d'hyperoxalurie. Vous avez la diététique parce que vous mangez trop de sources d'oxalate, et surtout parce que vous ne mangez pas de calcium. Je vous ai dit, l'oxalate, il est chélaté dans le tube digestif par le calcium. Vous ne mangez pas de calcium, eh bien, vous avez une hyperoxalurie. Donc, parfois, c'est uniquement l'absence de calcium. Et il y a énormément, si vous faites... On est censé faire le griot quand on voit un patient, c'est-à-dire estimer la consommation de calcique, on est censé manger 1 gramme. Et la grosse majorité des gens ne mangent que 200 mg de calcium. Vous êtes sûr que vous allez à l'hyperoxalurie. Et puis, bien sûr, si vous ne buvez pas et que vous mangez beaucoup d'amandes, eh bien, vous faites un calcul assez rapidement. Il y a donc cette fameuse hyperoxalurie entérique et cette fameuse hyperoxalurie primaire. Donc l'hyperoxalurie primaire, je pense qu'en tant qu'urologue, vous en avez forcément entendu parler, parce qu'on les greffe, et puis après, se pose souvent beaucoup de questions sur la greffe et quel type de greffe on va leur faire. La plus sévère, celle dont on a très peur, c'est l'hyperoxalurie primaire de type 1, c'est la mutation de la GXT, et on a très peur d'elle parce que la survie rénale à 40 ans, c'est de 40%, et quasiment 100% des patients finissent en insuffisance rénale terminale, ou bien la moitié d'entre eux sont insuffisants rénale terminale avant l'âge de 18 ans. L'anomalie initiale, c'est une anomalie de l'AGT qui est une enzyme qui transforme le glyoxylate en glycine avec une cofacteur qui est la B6, et quand elle est mutée, eh bien, vous avez une accumulation de ces glyoxylates qui se transforme spontanément dans le cytosol de l'hépatocyte en oxalate, et vous avez beaucoup d'oxalate dans les urines. Le problème, c'est que cet oxalate, il se dépose tellement dans les urines et tellement dans le rein que vous finissez par avoir une maladie rénale chronique. Et au-delà de 30, vous n'êtes plus du tout capable de filtrer tout votre oxalate. Et vous allez à une accumulation. Et là, se met à monter dans le sang l'oxalate. C'est pour ça qu'on commence à avoir une oxalémie, une oxalate dans le sang augmentée. Et vous commencez à vous en mettre partout et avoir une maladie systémique. Vous en avez dans les os, mais vous en mettez aussi dans le cœur, vous en mettez dans vos vaisseaux. On a vu des nécroses cutanées sur de l'oxalate. On a vu, on peut tout voir. Ils ont des os extrêmement déformés, très douloureux. Ils en ont dans les yeux. Donc c'est une vraie maladie systémique. Donc c'est un peu, au début on fait des calculs et puis on fait de moins en moins de calculs au fur et à mesure que la maladie rénale s'avance pour faire de la néphrocalcinose, stocker son oxalate et avoir une atteinte systémique. Et ça a vraiment son importance quand on va reparler de la greffe. Donc comment, avant l'avènement des siRNA, on traitait à une hyperoxalurie, on les hyperhydratait, souvent on leur mettait une gastrostomie pour absolument qu'ils aient 3 à 4 litres d'urine par jour. On essayait la B6 quand c'était une génétique sensible, parce que je vous ai dit que c'était le coenzyme de l'AGT. On essayait d'avoir du citrate de potassium, et alors il fallait surtout faire la différence, et c'est
En tant que nous, néphrologues, je pense qu'il y en a plein qui se trompent. C'est un message qu'on essaye de faire passer. Demandez à vos collègues urologues, entre la néphrocalcinose et les calculs, on a eu des patients qui passaient pour de la néphrocalcinose. En fait, c'était des calculs, ils étaient juste obstructifs. Ça a probablement aggravé la fonction rénale. Et puis, privilégier les techniques mini ou micro-invasives. Et puis, une fois qu'ils sont au stade de la dialyse, dialyser tôt. On ne va pas les dialyser à 15 minutes, mais on va les dialyser à 22. Et tous les jours. 6 jours sur 7. Donc, c'est pas rien. Et c'est une vraie... c'est pas rien. Et avant, on proposait une greffe foie-rein. Vu que c'est une maladie d'une enzyme du foie, on faisait un traitement substitutif par greffe de foie. Donc, on enlevait un foie qui fonctionnait bien, mais qui avait une enzyme délétère. Et il se posait la question, vous aviez une énorme accumulation d'oxalate, qu'est-ce qu'on allait greffer? Est-ce qu'on greffait les deux en même temps? Ou est-ce qu'on greffait d'abord le foie, on attendait le relargage, et ensuite le rein? Donc quand les patients avaient passé de très nombreuses années en dialyse, très souvent, il y avait des greffes séquentielles. Donc là, c'est un peu le résumé de la maladie. Et il est arrivé sur le marché donc un premier siRNA, qui est le lumasiran, qui bloque l'enzyme encore au-dessus, ce qui fait que vous n'avez plus d'accumulation de glyoxylate, vous avez moins d'accumulation de glyoxylate qui se transforme en oxalate, et vous avez plus d'accumulation de glycolate qui n'est pas toxique. Et donc, grâce à ce traitement, il a été montré dans des études randomisées qu'on diminue de manière extrêmement significative l'oxalurie et l'oxalémie des patients. Il y a un deuxième traitement, les études sont en train de se terminer, qui est le nédosiran, qui inhibe cette fois-ci une enzyme beaucoup plus en aval, qui est la lactate déshydrogénase. Et qui a montré exactement les mêmes résultats. Donc il y a le protocole national de soins qui est sorti l'année dernière sur l'oxalurie et les recommandations européennes qui sont sorties en fin d'année également et qui définissent globalement si vous avez une maladie tout patient avec une ICAR oxalurie primaire qui elles sont pas si simples à comprendre, mais pour le résumer très facilement, en gros, vous traiterez tout le monde, sauf les patients sans insuffisance rénale, B6 sensibles, qui vont bien et qui n'ont aucune complication. Donc, 1% des patients. Donc, ce patient, il est B6 sensible, mais il a une insuffisance rénale, donc il est mis sous lumasiran. Il a 20 DFG. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on greffe foie-rein ou est-ce qu'on greffe rein seul sous lumasiran? Donc, c'est la question chaude du moment, où beaucoup d'équipes personne n'est un peu d'accord, et en plus, il n'y a pas non plus énormément d'expérience, donc en fonction des centres, on a tous des attitudes différentes. Donc nous, notre attitude, c'est maintenant rein seul avec lumasiran. Alors, pourquoi on a peur de la greffe? On a peur de la greffe parce que je vous ai dit qu'on accumule énormément d'oxalate, et en fait, le risque, c'est ça, c'est d'avoir tous ces cristaux d'oxalate qui reviennent sur le greffon en 24 heures, et un greffon qu'on jette à la poubelle en 1 semaine. Ou qui ne reprendra jamais sa fonction. Et donc, le risque, c'est vraiment le récidive de la maladie. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir un patient bien préparé, avec une oxalémie pas trop élevée. Après, tout patient en dialyse a une oxalémie élevée, mais pas trop élevée et très encadrée. C'est un vieux papier de greffé de foie qui avait montré que l'oxalémie, donc dans le sang, se normalisait entre 2 et 4 mois. Mais l'oxalurie, dans les urines, se normalise entre 4 à 6 ans. Que vous soyez greffé du foie ou que vous soyez sous siRNA. Vous allez relarguer quoi qu'il arrive. Mais quand même greffé, alors nous à Lyon, on a quand même eu des expériences mauvaises de décès de greffe de foie chez des jeunes femmes, 20 ans, qui ont eu une greffe de foie sur cette maladie. Et donc, on est assez frileux de la greffe foie-rein, c'est pas si simple. Et donc, on a greffé nos patients avec des reins seuls sous lumasiran, en les encadrant, en réinjectant le lumasiran juste avant la greffe, et en les hyperhydratant, voire en les dialysant s'il y avait besoin, et en remettant bien la B6, le citrate, et en les monitorant tous les jours sur leur oxalurie et leur cristallurie. Et donc, il y a cette publication qui est sortie cette année sur notre expérience de lumasiran post-greffe. Ça s'est bien passé. On n'a eu aucun rein qui n'a jamais redémarré, avec des fonctions rénales plus ou moins bonnes, mais vous voyez, 52, 29, 44, c'est pas si mal. Donc, c'est une vraie discussion. Il y a d'autres équipes qui préfèrent encore greffer des foies et des reins parce que le délai d'attente rein seul est trop long. Donc, en conclusion, on voit que ce patient
parce que finalement, la deuxième fois, il est revenu, on a analysé son calcul, il est passé en RCP, on a pu redresser rapidement un diagnostic. Et donc, à notre sens, en tout cas, on est convaincu que la RCP est finalement un parcours plus global. Ça permet d'améliorer bien la prise en charge du patient. Qu'on est très chanceux d'avoir une IPA, mais que ça nous permet d'améliorer le parcours du patient, une meilleure connexion avec la ville. Ça favorise l'OTP et ça dépiste peut-être probablement plus précocement et elle a le temps qui n'existe pas en tant que médical. Donc voilà, un parcours réussi, c'est la prise en charge d'abord par l'urologue, parce que les calculs, ça rentre 99% du temps d'abord via l'urologie. Ensuite, un bilan de débrouillage et une RCP, toujours la diététicienne quand on a besoin, et le néphrologue, mais pas pour tout le monde, pour les patients plus sévères. Et je vous remercie.